Imaginez, vous êtes Premier ministre de France depuis 5 ans. Les sondages vous donnent gagnant. Vos conseillers vous disent de ne pas vous inquiéter. Et ce soir-là, le 21 avril 2002, vous regardez les résultats tomber à la télé. Chirac, premier. Le Pen, deuxième. Vous, troisième. Quelques centaines de milliers de voix. C'est tout ce qui sépare Lionel Jospin de la finale. Ce soir-là, devant les caméras, il fait une déclaration qui restera dans les annales. J'assume la responsabilité de cet échec. Je me retire de la vie politique. Et il l'a fait, pour de vrai, sans jamais revenir. Mais qui était vraiment cet homme? Qu'est-ce qu'il a changé concrètement dans notre vie quotidienne? Et pourquoi son histoire mérite d'être connue, même aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que Jospin, c'est l'un des paradoxes les plus fascinants de la politique française. Il a été un dirigeant discret, mais qui a laissé une empreinte réelle sur la société française. Des décisions concrètes, des réformes encore débattues aujourd'hui, et une carrière marquée par une sortie brutale. Lionel Jospin naît en 1937 à Meudon, juste à côté de Paris. Son père est instituteur, sa mère sage-femme. Une famille modeste, protestante, avec des convictions de gauche chevillées au corps. On travaille, on s'instruit, on sert quelque chose de plus grand que soi. Très tôt, il s'intéresse à la politique, mais aussi à l'enseignement. Il suit un parcours d'excellence, Sciences Po, puis l'ENA, la grande école qui forme les hauts fonctionnaires de l'État. Il devient diplomate au ministère des Affaires étrangères. Et là, petit secret que la plupart des Français ignoraient jusqu'en 2001. Pendant toutes ces années, pendant qu'il portait la cravate au Quai d'Orsay, Jospin militait en secret dans un groupe révolutionnaire d'extrême gauche, le mouvement trotskiste. Sous le pseudonyme Michel, il ne l'a avoué publiquement qu'en 2001, quand il était déjà Premier ministre depuis 4 ans. Voilà un homme qui s'est gardé un secret. En 1971, il rejoint officiellement le Parti socialiste et entre dans l'orbite de François Mitterrand. Sa carrière diplomatique s'arrête, la politique commence vraiment. Dans les années 80, c'est l'ascension pour Lionel Jospin. Il gravit les échelons du PS, devient l'un des hommes de confiance de Mitterrand. En 1988, il devient ministre de l'Éducation nationale. 4 ans au poste, réforme des lycées, amélioration de la formation des profs, développement de l'enseignement technique. Pas spectaculaire, pas sexy médiatiquement, mais solide. C'est ça, Jospin. Il ne cherche pas les projecteurs, il fait le travail. Dans un monde politique où tout le monde veut paraître brillant, lui veut être efficace. Ce n'est pas toujours ce que les électeurs préfèrent, et il va l'apprendre à ses dépens. Le PS est dans un état désastreux. Scandale, défaites électorales, crise interne. Jospin est désigné candidat presque par défaut. Personne ne lui donne la moindre chance face à Chirac et Balladur. Résultat du premier tour, Jospin arrive en tête, avec 23% des voix, devant tout le monde. Il perd le second tour face à Chirac, 47% contre 53%. Mais pour un candidat qu'on croyait mort avant même le départ, c'est une résurrection. À partir de ce moment-là, Jospin est le patron de la gauche française, incontesté. Et 2 ans plus tard, le destin va lui offrir une nouvelle carte à jouer. En 1997, Chirac fait une erreur de calcul. Il dissout l'Assemblée nationale. Résultat, il perd les élections législatives. Jospin devient Premier ministre. Chirac reste à l'Élysée. Les 2 hommes doivent cohabiter pendant 5 ans. 5 ans, c'est long. Alors, concrètement, qu'est-ce que Jospin a fait pendant ce temps? Voici ce qu'il a changé dans notre vie quotidienne. La réforme la plus connue, les 35 heures, la réforme avait pour but de réduire le temps de travail afin de mieux répartir l'emploi et vivre mieux. Moins d'heures, mais plus de postes. La réforme a créé des emplois, oui, mais elle a aussi rendu les entreprises moins flexibles et laissé des traces. La mesure fait encore débat, jusqu'à aujourd'hui. Autre mesure importante, le PACS, Pacte civil de solidarité. En 1999, pour la première fois en France, les couples non mariés, y compris les couples homosexuels, ont un statut légal. Une révolution silencieuse. Et ça n'a pas été simple à faire passer. Les débats à l'Assemblée ont été houleux. Des droits sur les impôts, le logement, l'héritage. Il met aussi en place la couverture maladie universelle, CMU. À partir de 2000, si vous n'avez pas de revenus suffisants, vous avez quand même accès aux soins gratuitement. Une réforme concrète. Le quinquennat. Avant Jospin, le président était élu pour 7 ans. C'est lui qui a fait passer le mandat à 5 ans pour éviter les cohabitations permanentes. Nous vivons encore sous ce système aujourd'hui. Une synchronisation des élections qui a tout changé. Autre mesure importante, la parité. Il a imposé par la loi que les partis présentent autant de femmes que d'hommes aux élections. Une première historique. Pour la première fois, des femmes ont accédé à des ministères importants comme la justice. Jospin a profondément transformé le visage de la France. Il développe aussi les emplois jeunes,
pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. Mais tout n'est pas parfait. Il lance plusieurs privatisations, ce qui surprend venant d'un gouvernement de gauche. C'est le grand paradoxe de Jospin. Ce socialiste convaincu a vendu plus d'entreprises publiques que ses prédécesseurs de droite. France Télécom, Air France, Guéane. Une partie de la gauche ne lui a jamais pardonné ce virage libéral inattendu. À la fin des années 90, le sentiment d'insécurité monte en France. Le gouvernement ne prend pas la mesure du problème. Ce sera l'un des facteurs du 21 avril. Les 35 heures divisent encore aujourd'hui. Certains disent que ça a aidé l'emploi. D'autres pensent que ça a compliqué la vie des entreprises. On lui reproche aussi un manque de proximité, une image parfois froide. En 2002, la gauche se présente en ordre dispersé. 10 candidats différents qui se partagent les voix. Jospin ne fait pas campagne sérieusement. Il pense que c'est plié. Ce ne l'est pas. Et c'est ainsi que l'on revient à ce soir du 21 avril 2002, où tout s'est arrêté brusquement. On y revient, parce que c'est là que tout se joue. Le soir du 21 avril 2002, les Français apprennent une information de taille. Le Pen est au second tour, pas Jospin. L'écart, moins de 200 000 voix, sur 30 millions de votants. Est-ce que ça aurait pu être différent? Oui. Si les 10 candidats de gauche avaient voté Jospin au lieu de disperser leurs voix, ils passaient. Si la campagne avait été mieux gérée, si la question de la sécurité avait été mieux abordée. Mais voilà, en politique, les si ne changent rien. Ce soir-là, Jospin monte devant les caméras. Il aurait pu chipoter, accuser les autres, promettre de revenir. Il ne fait rien de tout ça. Il dit « Je me retire ». Et il part. Dans un monde politique où tout le monde s'accroche, où personne ne lâche jamais rien, c'est presque choquant de dignité. C'est peut-être là son plus grand héritage. Après 2002, Jospin tient parole. Il ne se représente jamais. En 2015, il intègre le Conseil constitutionnel pour 4 ans, la plus haute instance juridique du pays. Discret, jusqu'au bout. Il décède le 22 mars 2026, à l'âge de 88 ans. Sa femme, la philosophe Sylviane Agacinski, était à ses côtés. Les hommages arrivent de partout. De Macron, de Mélenchon, même de Marine Le Pen. Quand vos adversaires saluent votre probité, c'est que vous avez laissé quelque chose de vrai. Alors Jospin, c'était qui au fond? Un homme qui a travaillé dur, gouverné honnêtement, changé des choses concrètes, les 35 heures, le Pacs, la CMU, le quinquennat, des choses qui existent encore aujourd'hui. Il était compétent, honnête, efficace, pourtant il a perdu. Parce que les gens ne suivent pas forcément le meilleur. C'était un homme qui n'a jamais réussi à créer le lien émotionnel que la politique exige pour aller jusqu'au bout. Parce que les Français ne votent pas seulement pour un bilan. Ils votent aussi avec le cœur. Et le cœur de Jospin, il ne l'a jamais vraiment montré. C'est là que réside son mystère, et sa marque indélébile sur notre histoire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à GPS. Ici, on décrypte la politique et la géopolitique en toute simplicité. À très vite sur la chaîne. Et merci d'avoir regardé.